Les champignons, ma biche, c'est comme les hommes. Rien ne ressemble aux bons comme les mauvais. Ainsi s'exprimait l'humoriste Gavarni dans les années 50, celle de 1850. C'était à Paris, où, depuis Henri IV, on avait appris à cultiver un certain agaric, là où il se trouvait bien, dans les catacombes. On l'appela le champignon de Paris. Il arriva souvent dans la nature qu'on le confondit avec l'amanite phalloïde, reconnaissable pourtant à sa volve autour du pied. Soupçonné d'avoir empoisonné 3 empereurs, dont 2 romains et un germanique, une impératrice de Russie et un pape, sans compter la moitié d'un couvent. Ce qu'on nomme couramment champignon n'est que l'organe reproducteur de certains d'entre eux, plus perfectionné que les autres, destiné à produire des spores et à mourir ensuite. En somme, le chapeau est au champignon ce que la fleur est à la plante. L'un des plus suggestifs, le phallus impudicus. On l'appelle aussi satyre puant. Au lieu d'un chapeau, il a un capuchon gluant qui dégage une odeur horrible pour l'homme et délicieuse pour les mouches. Pour les attirer, il pourrit en produisant de la putrescine et de la cadavérine qu'on retrouve dans les cadavres animaux. Attirées, les mouches mangent les spores du champignon et les rejetteront ailleurs, à moins qu'elles ne les emportent collées à leurs pattes. Le phallus impudique naissant d'une sorte d'œuf, les Anglais l'appelèrent œuf du diable. On croyait au Moyen-Âge que le réseau de filaments souterrains, c'étaient les racines du champignon. En fait, c'est le champignon lui-même, ce qu'on appelle le mycélium. Un champignon, c'est un service secret. Ce n'est pas le chapeau, c'est le réseau qui compte. C'est bien pourquoi, si ce réseau est laissé en place, il pourra produire un nouvel organe sexuel. Dans le cas où c'est un chapeau, les spores sont libérés par-dessous, par exemple entre des lamelles. Ce champignon des prés largue 100 000 spores toutes les heures pendant 5 jours. S'il travaille du chapeau 8 heures par jour, cela fait 4 millions de spores en une semaine ouvrable. Une spore de champignon ne mesure souvent pas plus d'un centième de millimètre. Elle est capable de germer pour produire un autre mycélium qui refera un chapeau et ainsi de suite. Mais au fait, un champignon, est-ce une plante? Il n'a pas de chlorophylle pour faire la photosynthèse, ce qui, pour avoir droit à la carte d'identité végétale, est la condition sine qua non. Au moins, direz-vous, accordons-lui le statut de membre associé du règne végétal. Alors là, ça dépend. Les polypores, par exemple, sont trop polis pour être honnêtes. Ils s'attaquent, pour les parasiter, aux vieux arbres affaiblis ou blessés. Il y a des champignons agresseurs de personnes âgées. Bref, des loupards.
Ce ne sont pas toujours d'ailleurs les plus mauvais pour l'homme. Les Français appellent celui-ci oreille de noyer. De son vrai nom, Pleurotus ostreatus, le pleurote en huître. À l'état sauvage, il parasite les arbres. On sait maintenant le cultiver sur des mottes de paille. Quand il est adulte, il libère des millions de spores qu'on distingue ici sous la forme d'un léger nuage. Quant à celui-ci, parasitant un faux être de Patagonie, il est mangé par les Indiens Araucans et porte un nom célèbre, le champignon de Darwin. Il n'y a pas que les parasites, il y a les détrousseurs de cadavres, ceux qui s'emparent des arbres morts et les font retourner à la matière minérale. Évidemment, quand l'homme s'intéresse au bois mort, le champignon n'est plus son copain du tout. Si vous avez suivi la première série de l'aventure des plantes, vous vous rappelez peut-être comment le bourdon, par l'intermédiaire du trèfle, des mulots, des chats, des vieilles demoiselles et aussi des vaches, peut être considéré comme étant à l'origine de la puissance de la marine britannique. Or, voici le deuxième épisode. Comment elle fut vaincue par un champignon. Non par celui dont le chapeau envahit longtemps les plaines européennes, et dont on sait bien qu'il dut renoncer à l'Angleterre après Trafalgar, mais par l'ennemi héréditaire de la marine en bois, Merulius lacrimens, le mérule pleureur. Non seulement ce champignon n'a pas de chapeau, mais il n'a pas de forme. Épousant celle du bois qui l'attaque, le mérule avance inexorablement un cotonneux et tâtonneux ourlet. Peu à peu, ainsi, il s'étale et finit par manger le bois. Et le bois s'effondre. Et le mérule végète. Et quand il végète, il pleure. Il a l'air alors de se lamenter sur son sort. Il y a de quoi. La nature le condamne à ne prospérer que là où c'est noir, humide, confiné et en bois. Or, sur ce point, la flotte de Nelson avait tout pour lui plaire dans ses cales et ses entrepôts. De quoi, pour le mérule, en pleurer de joie. De quoi, pour l'amiral, en pleurer de rage. L'enjeu de la bataille, en 1805, était la première force navale du monde. D'abord, le Victory, le navire de Nelson. 120 canons, 45 mètres de quille, coque en chêne à double revêtement, ce qu'on pouvait faire de mieux pour l'amiral et pour le mérule. Toute la flotte de Nelson en était la proie, au point qu'il l'appelait sa Crazy Fleet, et s'attendait en permanence à ce que l'un ou l'autre de ces glorieux vaisseaux fasse une dépression à la moindre contrariété. Hâtivement construits, avec des bois insuffisamment secs, des unités comme le formidable 110 canons s'écroulaient aussi vite qu'on les construisait. Telle fut l'implacable lutte entre deux incompatibles amoureux de la marine britannique. L'amiral, un dur impassible, les meilleurs. Le mérule, un mou agressif, les pires. Comment, devant son insistance, la marine pouvait-elle rester de bois? Plus que la force des canons, c'est ce champignon qui obligea les hommes à construire des navires en fer.
Nous sommes en Guyane. Chaleur, humidité. Une équipe de l'aventure des plantes, venue filmer des arbres pour un autre épisode, trouve, au bout de 48 heures, la valise de la caméra couverte de moisissures. Surtout sous les tropiques, mais aussi partout dans le monde, des milliards de spores de moisissures, invisibles, microscopiques, n'attendent que l'occasion rêvée pour germer. Elles développent des filaments, faisant monter ces boules qu'on appelle des sporanges, qui finiront par éclater pour projeter d'autres spores. Et ainsi de suite. « 200 000 moisissures connues jusqu'à présent dans le monde, auxquelles il convient d'ajouter leurs petites camarades les levures. Fermentation des fromages, de la bière, du pain et du vin, fabrication des antibiotiques, mais aussi destruction des récoltes, pollution mortelle, ponts de bois qui s'écroulent, vitraux rongés qui meurent. Les champignons sont là. On a découvert que certains d'entre eux s'attaquent aux insectes vivants. Une simple spore commence par se poser sur la victime, puis développe des filaments qui la pénètrent. Le malheureux est dévoré vivant par l'intérieur. Pour finir, le champignon ressort de son cadavre et le momifie, le couvrant d'un linceul qu'on dirait de neige. De là à cultiver ce champignon et à le pulvériser sur des pucerons, par exemple, il n'y avait qu'un pas. Imaginez qu'on en trouve un qui momifie les gens. Mais voici, en faveur des plantes, une autre alliance entre l'homme et le champignon. Il faut d'abord rappeler que les racines des plantes finissent en radicelles, munies de poils chargés d'absorber les sels minéraux. Ce ver microscopique est un nématode. Il est en train, au moyen d'une sorte de paille dont il est muni, de vider de sa substance l'un des poils d'une radicelle de betterave. Non seulement les nématodes épuisent les racines, mais ils peuvent leur communiquer des virus mortels. Le problème est que ces vers filiformes, longs d'1 millimètre au maximum, sont ainsi des milliards à travers le monde, à ravager les récoltes. Or, on a trouvé des champignons braconniers qui chassent les vers à l'affût. Vivant dans le sol, sous forme de réseaux de filaments, ils fabriquent des pièges pour les attraper. Le microcinéma nous permet d'assister à un safari de laboratoire au cours duquel on lâche les vers devant les champignons, comme on le fait pour les faisans à Rambouillet. D'abord, voici le champignon qui piège à la glu. Il fabrique des boutons adhésifs qu'il enduit d'une supercolle. Le ver, englué, se débat.
Aussitôt, on constate qu'à l'intérieur du champignon, ça bouge. Un courant afflue vers l'endroit de la capture de manière à assurer la prise en renforçant l'adhésif, tout en commençant à digérer la proie. Plus spectaculaire encore, voici le champignon qui attrape les vers au lasso. Sur le passage des vers, il dispose des anneaux formés de 3 cellules. L'une des 3 est sensible. Au moindre contact, elle déclenche la fermeture du garrot. Ça y est, j'en ai pris un. Ah non, fausse alerte. Ouh là là. Cette fois, c'en est un. Et il est gros. Pas loin d'1,5 mm. Le plus extraordinaire est que ces champignons ne fabriquent leurs pièges que lorsqu'ils se trouvent en présence du gibier, et en plus de celui qu'ils aiment. Car chaque type de champignon a son espèce de ver dans le collimateur. Du coup, on les élève et l'on vend aux agriculteurs des champignons vigiles personnalisés. Il y a donc des champignons agresseurs de plantes et d'autres qui les protègent. Quoi d'autre? Il y a ceux qui les épousent. La Manitou-mouche pousse ici en cercle autour d'un bouleau pour tricoter, avec les filaments de son mycélium, une sorte de manchon autour des racines de l'arbre afin de leur prendre du sucre. Beaucoup de champignons font ainsi. Ne sachant pas faire la photosynthèse, ils profitent des arbres qui, eux, savent la faire. Ce n'est pas du parasitisme, au contraire, c'est un mariage dont les arbres profitent aussi. Ils puisent dans le sol beaucoup plus de sels minéraux que si le champignon n'était pas là. De plus, celui-ci leur mâche le travail en rendant la nourriture assimilable avant de la transmettre aux racines. Et n'importe quel champignon n'aime pas n'importe quel arbre. Et vice-versa. Allez savoir pourquoi le tilleul, par exemple, un si bel arbre, s'est entiché d'un champignon obèse à la peau verruqueuse, d'où son nom, scléroderme. Et comment se fait-il qu'une chanterelle ait convaincu le sapin Abies firma de ne pouvoir vivre sans elle, alors qu'elle ne se gêne pas, pour le tromper avec des feuillus? Quant à la truffe, malgré sa réputation de fidélité au chêne pubescent, il lui arrive de succomber aux attraits du charme. Par contre, si un champignon a du mérite à être fidèle, c'est bien celui-ci. Boletus elegans, le bolet élégant. Il ne veut unir son sort qu'au mélèze et à personne d'autre. Au point de le suivre, a-t-on dit, comme le dauphin suit le navire. Bernard Boulard, mycologue distingué, a imaginé des annonces matrimoniales telles que celle-ci pour un épicéa d'Amérique du Nord exilé en Europe. Picea sitchensis, installé loin de son pays d'origine, sur un sol ingrat, ressent un besoin de collaboration. Amanite, girolles seraient les bienvenus. Boletus edulis, ami des sols siliceux, très accommodant, accepterait de lier son sort avec les racines d'un sapin, ou d'un pin, ou d'un chêne, quoique sa préférence irait au châtaignier. Mais voici sans doute les êtres les plus étranges qui soient sur Terre.
Si les champignons ne sont pas vraiment des plantes, les myxomycètes ne sont pas vraiment des champignons. Ils mènent carrément une double vie, tantôt champignons, tantôt animaux. Cela commence par une spore qui germe, comme celle d'un champignon. Mais voilà, elle devient une amibe. La voici qui se gave de bactéries comme elle avalerait des frites. Bref, des mœurs alimentaires typiquement animales. Mais voilà qu'un peu plus tard, quand il n'y a plus de bactéries, les amibes se rassemblent pour former, en perdant totalement leur identité, une sorte de magma qu'on appelle un plasmode. Comme si, affamés, tous les habitants d'un pays convergeaient vers les villes pour ne former qu'un seul individu. De chaque ensemble s'élèvent des conteneurs chargés de l'avenir de l'espèce. Ils sont remplis de spores qui seront emportés par la pluie ou le vent vers d'autres contrées, où elles auront à nouveau des chances de germer, comme des spores de champignons qu'elles sont, puis de repasser au stade animal en redevenant des amibes qui recommenceront le cycle. Mais le plus fantastique, le voici. Vu de près et en accéléré, ce champignon mi-animal a comme des artères qui battent. On nourrit le monstre avec une lamelle de gros champignons. En 3 jours, il la dévore entièrement. Une fois repu, il s'étale pour aller chercher fortune ailleurs. Si les champignons sont le 3e règne, ni animal ni végétal, il est quant à lui les deux. Il nous fait comprendre que les divisions de nos manuels scolaires ne sont que des rails de l'esprit et que la nature déraille sans arrêt. En fait, il n'y a qu'une seule vie, infiniment plus complexe que nos schémas simplificateurs. Devant quel être vivant sommes-nous là, avec ces artères qui battent? On ne sait pas pourquoi. La plante et la fourmi. Fable authentique en plusieurs épisodes. Nous sommes dans la forêt guyanaise.
une équipe de l'aventure des plantes trouve enfin ce qu'elle cherchait. On a commencé par les appeler fourmis parasols. On les appelle maintenant fourmis coupeuses de feuilles, fourmis champignonistes, ou, de leur vrai nom, fourmis à tape. Elles sont capables de dépouiller entièrement un arbre de ses feuilles, en une journée. Pourquoi font-elles cela? Et où vont-elles donc avec leurs morceaux de feuilles qui leur donnent l'air de faire de la planche à voile? Plutôt que de descendre le long du tronc de l'arbre choisi pour victime, il y a celles qui préfèrent se servir de leurs morceaux de feuilles comme d'un parachute. Je saute ou je ne saute pas. Et puis non. Et puis si. Et puis zut. Voilà la fourmilière. Dans plus de 1000 chambres communicantes, avec les morceaux de feuilles, les fourmis font du compost et dessus, elles cultivent un champignon pour s'en nourrir et nourrir leur bébé. Le champignon produit des grappes de petites boules blanches, riches en graisse et en sucre, qui sont sucées par les fourmis. Et il en profite, le champignon. La fourmi, transportant des fragments de ses filaments, ne cesse de le reproduire. Il y a d'ailleurs protection mutuelle, car le champignon, grâce à ses enzymes, détruit la plupart des poisons que les arbres fabriquent pour essayer de décourager les fourmis coupeuses de feuilles. Aussi, quand une reine s'exile pour aller faire une autre fourmilière, elle prend bien soin d'emmener un peu du champignon sur lequel elle recommencera à pondre des œufs. Avant cela, pour le faire proliférer, elle lui fera pipi dessus, car le champignon se porte bien grâce à l'urine royale. Admirable symbiose, mais qui fait chaque année plus d'1 million de dollars de dégâts. Voici déjà moins grave. La plante sert de pâturage à des pucerons qui, de sa sève, tirent une sorte de miel au profit des fourmis. Celles-ci, avec leurs antennes, leur font subir des chatouillis qui provoquent immanquablement la livraison d'une goutte de miel à la pression. Mais on commence à voir que la plante, considérée comme un pâturage privé, est, à ce titre, défendue par la fourmi. Dommage ici pour la plante. La coccinelle ne cherche pas des pucerons pour les chatouiller, mais pour les manger. Pour la fourmi, c'est un voleur de bétail. Pour la plante, c'est le shérif. Mais cette fois, il perd.
Nous sommes maintenant sur un arbre chinois. Les fourmis lui ont imposé un traité de protectorat. Vous nous concédez des feuilles pour installer des nids. Nos techniciens se chargent de tout. Les fourmis s'accrochent au bord d'une feuille par les pattes, au bord d'une autre par les mandibules, et voilà le travail. Après quoi, elles tissent de la soie autour des feuilles en se servant de leur bébé. Elles maintiennent ceux-ci entre leurs mandibules, la tête en bas, tout en les chatouillant de leurs antennes, ce qui leur fait baver de la soie. Elles leur en font tellement baver qu'elles arrivent à tisser non seulement 150 nids par arbre, chaque nid pouvant loger 100 000 fourmis, mais aussi des étables de soie où elles enferment des poux suceurs de sève et producteurs d'un miel dont elles se nourrissent. Du coup, l'arbre est déclaré zone militaire. Nous voyons ici se faire expulser une mouche accusée de tentative de détournement de poux. Mais quiconque veut s'attaquer aux feuilles est reconduit de la même façon à la frontière de l'arbre. Poursuivant son expédition en Guyane française, une équipe de l'aventure des plantes part à la recherche de celles qu'on appelle myrmécophiles, les plantes qui engagent des fourmis au pair. La première qui nous tombe sous les yeux est une liane qui fabrique à la base de ses feuilles des distributeurs de nectar à fourmis. Celles-ci sont nourries, à charge pour elles de protéger la plante. La même astuce est employée par cette légumineuse de la famille des mimosas. Et qui pourrait penser que certaines fleurs de la passion font du racolage aux fourmis? Ces étamines, ces ovaires brandis et le nectar au fond de la corolle, tout cela est exposé pour l'abeille ou le colibri qui viendront féconder la fleur, à condition que la passiflore parvienne à grimper jusqu'à eux, au soleil. Comme c'est une liane, elle devrait y parvenir facilement, en s'accrochant avec ses vrilles, de la manière que voici, filmée en laboratoire. La passiflore devrait donc parvenir facilement au soleil s'il n'y avait pas cet empêcheur de grimper en rond, le papillon Heliconius. Il choisit exclusivement les jeunes pousses ou les jeunes feuilles de passiflore pour y pondre ses œufs. Évidemment, dès que les œufs éclosent, les chenilles se mettent à table. Il faut dire que pour le papillon, c'est vital. Et il a intérêt à bien calculer son coût. S'il s'y prend trop tard, alors que la passiflore a déjà grimpé assez haut, ces chenilles ne trouveront plus à manger que des feuilles adultes, trop coriaces, et elles mourront de faim. Il y a plus grave encore pour le papillon. Il n'approche plus la passiflore une fois qu'elle est à la lumière. Car c'est alors qu'elle trouve les moyens énergétiques de fabriquer des glandes qui distribuent un nectar spécial fourmi tant que la fleur n'est pas fécondée. Mais entre-temps, la passiflore doit se débrouiller toute seule contre le papillon. S'il pond ses œufs quand elle est encore jeune, elle subit des dégâts. Même si elle n'en meurt pas, retardée dans la course à la lumière, supplantée, c'est le cas de le dire, par tout le monde, elle n'atteindra jamais le soleil. Mais la passiflore a plus d'un tour dans son sac. D'abord, n'étant menacée que dans sa jeunesse, elle commence par faire ressembler ses feuilles à celles des plantes voisines sur lesquelles elle grimpe.
Une fois arrivée au soleil, elle fabrique de grandes feuilles capables d'une photosynthèse plus active, lui permettant de produire des fleurs et des fruits. Seulement voilà, le papillon peut parer le coup. Il a modifié une de ses paires de pattes pour les rendre palpeuses et chimiquement sensibles à la seule feuille de la passiflore. Que faire contre cet obstiné qui a la patte baladeuse et la passiflore dans la peau? Certaines passiflores fabriquent un dispositif anti-chenille, des poils microscopiques, pointus et recourbés. La chenille sort de l'œuf et ne fait pas 3 pas. Elle est clouée. Mais voici le plus incroyable et le plus déroutant. Quand le papillon a pondu ses œufs, cela fait, sur la jeune pousse de passiflore, des petites boules jaunes. Et si un autre papillon arrive, il n'insiste pas. Trop de chenilles sur une seule feuille, elles mourraient de faim ou même se mangeraient entre elles. Alors, certaines passiflores fabriquent des faux œufs de papillon parfaitement imités. C'est la forme des œufs de papillon, c'est la couleur des œufs de papillon, mais ce ne sont pas des œufs de papillon. Le papillon croit que la place est déjà prise et il s'en va. Mais revenons à nos fourmis. Voici une plante célèbre pour sa racine, le gingembre. Sa fleur, à ce stade, est encore un bouton, formé d'écailles. C'est alors qu'elle peut tenter de vilains prédateurs. C'est pourquoi le gingembre, à ce stade, et à ce stade seulement, décide lui aussi de salarier des fourmis. Il fabrique alors ces petites glandes qui sont là uniquement pour leur distribuer du nectar à la pression. Du coup, personne d'autre ne s'approche. Et ce bar à fourmis ferme aussitôt que la fleur est épanouie. Alors, elle offre un autre nectar, le spécial colibri, fait pour attirer celui qui va la féconder, payant sa consommation en déposant du pollen sur le bar. Mais jusqu'à présent, dans cette forêt guyanaise, nous n'avons rencontré que des plantes qui fournissent la cantine aux fourmis. Il y a aussi celles qui leur offrent des logements de fonction. Ainsi, le tococa. Il construit, à la base de ses feuilles, des pavillons de gardiennage. On voit très bien ici l'entrée prévue pour les fourmis, chargées de garder la propriété. Et voici ce qu'a trouvé le Cecropia obtusa. La tige de cette plante est creuse. Elle aussi prépare pour les fourmis un trou qui grandit avec elle, fermé au départ par une simple membrane que les fourmis, grâce à leurs mandibules, n'ont plus qu'à finir de percer. La tige du Cecropia, comme celle du bambou, est renforcée par des cloisons. Mais le Cecropia fait la différence en prévoyant dans ces cloisons des ouvertures pour les fourmis. Ainsi, elles peuvent circuler entre les compartiments. La plante permet ainsi aux fourmis d'avoir des nurseries séparées. En échange, voyez comme elles défendent le Cecropia. Après le logement sans la cantine sans le logement, voici la cantine et le logement. C'est ce que fait au Mexique l'acacia cornigera. En français, porteur de cornes. Il n'a pas pour autant
à s'inquiéter de la fidélité des fourmis. Pourquoi chercherait-elle ailleurs? D'abord, dans chacune de ces épines creuses, il leur offre un logement, avec, là aussi, un coin pour les bébés. De plus, l'acacia fabrique sur les pétioles de ses feuilles des glandes distributrices de nectar. Mais ça, c'est pour les adultes. Il y a le menu enfant. Ces corpuscules, au bout des petites feuilles, ce sont des petits pots fabriqués par la plante pour les bébés fourmis. Contenance garantie en protéines et corps gras spécial premier âge. Le spécialiste français Pierre Jolivet parle ici de véritable et indiscutable symbiose entre la plante et la fourmi. Nous sommes en France, au Conservatoire botanique de Nancy. Ce bulbe étrange, à l'état sauvage en Nouvelle-Guinée, s'installe sur le tronc des arbres. Il se creuse de galeries à l'intérieur pour abriter des fourmis qui lui rapportent des débris d'insectes divers dont il se nourrit. Cette fois, les fourmis chassent pour la plante. Les fourmis lorraines, amenées ici pour fournir la figuration, ne comprennent rien à l'affaire. Ce qui n'empêche pas la plante de continuer à fabriquer des galeries pour les fourmis papous, dont elle garde en somme, génétiquement, la nostalgie. Quant à Dischidia colyris, il rapproche 2 feuilles pour louer des tentes aux fourmis. Et il y installe des racines pour récupérer leurs déchets. Beaucoup mieux dans le genre, cet autre Dischidia fabrique, avec ses feuilles, une urne bien close, avec une petite ouverture qui a 3 destinations. Recueillir un peu d'eau, laisser passer les fourmis, et faire entrer une racine aérienne pour recueillir en bonne paysanne le fumier de ces fourmis. Se faire protéger, nourrir par les fourmis, que leur demander de plus? Eh bien, mais l'amour. Voici, découverte en 1963, la plante exclusivement fécondée par les fourmis. Orthocarpus pusilus. Cette herbe a des fleurs minuscules, avec d'infimes quantités de pollen collant, discret, de sorte que les fourmis n'éprouvent pas l'envie de faire leur toilette, ce qui ferait échouer la fécondation. Vous pensez avoir tout vu? Eh bien non. Voici, pour vivre suspendu dans un arbre, comment la codonante se fait monter un camp de base à mi-altitude, en engageant des fourmis Sherpas. Et l'enchevêtre des racines aériennes de telle manière que cela constitue l'armature idéale pour une fourmilière. Les fourmis montent de la terre depuis le sol pour s'y construire une fourmilière spatiale qui est en même temps, pour la codonante, un jardin suspendu, sur lequel, après coup, d'autres plantes viennent s'installer. Ainsi libéré des problèmes d'intendance par le jardin suspendu, voici ce qu'a trouvé le temps d'inventer l'une des orchidées les plus rares et les plus extraordinaires du monde, la corianthe ou orchidée baquet. La corianthe attire en exclusivité et jusqu'à 8 km de distance les mâles de certaines abeilles, les euglossines. Elle leur offre un parfum dont ils s'imprègnent pour séduire leurs femelles. Le parfum est fixé dans une cire dont le corps de l'orchidée est enduit. Avec leurs pattes antérieures munies de brosses, les abeilles le grattent, puis le transfèrent en plein vol dans des renflements creux de leurs pattes arrière.
se bousculent, tôt ou tard, il arrive ceci. L'une de ces abeilles mâles se pose sur le bord du baquet et tombe dedans. Au-dessus du baquet, un distributeur fait tomber, goutte à goutte, un fluide qui contient un agent mouillant. Ainsi, l'abeille est vraiment immergée, et elle s'affole. Au milieu de sa panique, elle sent, sous sa patte, un renflement, comme la première marche d'une échelle de piscine. Elle s'y accroche, et là, devant elle, une seule issue, un tunnel, mais très étroit. On comprend mieux en voyant ici la coupe de l'orchidée, le baquet, le tunnel ajusté au corps de l'abeille, parce qu'au moment où elle croit sortir, un mécanisme de précision la coince entre le thorax et l'abdomen. L'abeille, qui trouve que ça commence à bien faire, se débat, mais en vain. Au bout d'une dizaine de minutes, elle n'en peut plus. Mais où donc la fleur veut-elle en venir? De profil dans cet interstice, on aperçoit deux sacs jaunes allongés. Ce sont les sacs de pollen de l'orchidée qu'elle est en train de coller sur le dos de l'abeille. Une fois que c'est bien collé, et pas avant, elle relâche sa prisonnière. Osons dire que la malheureuse, alors, en a plein le dos. Or, une fois sortie de ce festival de l'épouvante, que croyez-vous qu'elle va faire? Elle va repartir, se faire attirer par une autre orchidée, retomber dans la piscine, cette fois avec son sac à dos. Elle va retrouver la marche d'escalier, refoncer dans le tunnel et de nouveau y rester coincée. Mais si c'est une orchidée à son stade femelle, elle va, cette fois, se faire arracher son sac par un crochet disposé au plafond du tunnel. Voilà ce que peut faire, dans un arbre, avec une abeille, une orchidée libérée des problèmes de survie, grâce à un jardin suspendu fabriqué par les fourmis. Et voilà tout ce qui peut se passer quand la plante, à force de voir la fourmi, lui dit un jour « Et si on discutait ?»